Mon propre père m'a giflé pour avoir refusé de changer la couche de l'enfant de mon frère pendant que sa femme était assise là à regarder la télévision. Maman a crié « Tu es inutile et sors de cette maison » mais elle n'avait aucune idée que je payais secrètement toutes leurs factures ménagères. Alors j'ai arrêté de payer et voici ce qui s'est passé ensuite. Je m'appelle Chloé. J'ai 28 ans. Et pendant une fraction de seconde le seul bruit que je pouvais entendre était le bourdonnement aigu dans mes oreilles et le tic-tac agressif de l'horloge grand-père dans le couloir. Le côté gauche de mon visage ne faisait pas que piquer. Il semblait être en feu et pulsait d'une chaleur qui faisait pleurer mes yeux involontairement. Je n'ai pas levé les yeux immédiatement. J'ai gardé mon regard fixé sur le tapis beige en fixant une petite tache de café que j'avais moi-même nettoyée il y a 3 semaines. Mon père Monsieur Harrison se tenait encore si près que je pouvais sentir la menthe poivrée sur son haleine. C'était la même haleine qu'il avait utilisée une seconde plus tôt pour me hurler dessus avant que sa main n'entre en contact avec ma peau. De l'autre côté de la pièce mon frère Tyler n'a même pas bronché. Il s'est simplement enfoncé un peu plus dans le fauteuil inclinable en déplaçant son poids comme si le drame qui se déroulait devant lui n'était qu'un autre feuilleton de midi. Sa femme Madison n'a même pas détourné la tête de la télévision. Elle était assise là à faire défiler son téléphone d'une main et à tenir une télécommande de télévision de l'autre pendant que leur bébé de 10 mois rampait près de ses pieds en pleurant parce que sa couche était si lourde qu'elle tombait de ses petites hanches. Je t'ai dit de le changer, Chloé, a aboyé mon père avec sa voix vibrant dans le petit salon. Ta belle-sœur est fatiguée. Tyler a eu une longue journée. Et toi? Tu es restée assise dans cette chambre sur ton ordinateur toute la journée à faire Dieu sait quoi. La moindre des choses est d'être utile pour une fois dans ta misérable vie. J'ai finalement levé les yeux avec ma main tremblante alors que je couvrais ma joue brûlante. Ma mère Madame Harrison est entrée de la cuisine en s'essuyant les mains sur un tablier à fleurs. Je m'attendais à un regard d'horreur. Je m'attendais à ce qu'elle allait devant l'empreinte de main rouge qui s'épanouissait sur mon visage. Au lieu de cela elle m'a regardé avec un dégoût froid et aiguisé qui faisait plus mal que la gifle ne le pourrait jamais. Ne t'avise pas de regarder ton père comme ça, a-t-elle craché d'une voix basse et venimeuse. Tu es une sangsue, Chloé. Tu vis sous notre toit. Tu manges notre nourriture. Et pourtant tu penses être trop bien pour aider avec ton propre neveu. Tu es absolument inutile. Je suis fatigué de regarder ton visage aigri. Sors. Sors de cette maison tout de suite. Nous n'avons plus besoin de toi et franchement nous n'avons jamais eu besoin de toi. Le silence qui a suivi était lourd et suffocant. Tyler a finalement jeté un coup d'œil avec un petit sourire suffisant jouant sur ses lèvres comme le regard d'un enfant prodige qui avait enfin réussi à éliminer la concurrence. Madison a poussé un long soupir théâtral en marmonnant enfin. Peut-être que maintenant nous pourrons avoir un peu de paix ici sans son attitude. Je les ai regardés. C'était ma famille et les personnes avec qui j'avais partagé chaque jour férié. Ils étaient les personnes dont les voix formaient la bande sonore de ma vie. Ils voyaient une fille qui était un fardeau. Ils voyaient une fille inutile qui n'apportait rien d'autre que de l'attitude. Mais alors que je me tournais vers les escaliers pour attraper le seul sac que j'avais déjà préparé au fond de mon placard, une réalisation froide et dure s'est installée dans ma poitrine. Ils n'en avaient aucune idée. Ils ne savaient absolument pas qui gardait réellement les lumières allumées dans cette maison. Avant de vous raconter ce qui s'est passé quand les factures sont finalement arrivées à échéance et que la maison a été plongée dans le noir, je dois savoir quelle heure il est pour vous en ce moment et d'où dans le monde vous regardez ceci. J'adore voir jusqu'où ces histoires de justice voyagent réellement. Et si vous appréciez ce voyage et voulez voir plus d'histoires de personnes qui défendent enfin leurs valeurs, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de rejoindre notre communauté. Cela nous aide à continuer à donner vie à ces histoires. Vivre dans cette maison de la banlieue de Seattle donnait l'impression d'être un fantôme dans sa propre vie. Je marchais dans les couloirs et je m'asseyais à table pour dîner en respirant le même air que ma famille. Mais j'étais invisible. Ou pire, j'étais un personnage dans un scénario qu'ils avaient écrit pour moi il y a longtemps. J'étais la fille cadette sans ambition qui n'arrivait tout simplement pas à comprendre comment le monde réel fonctionnait. Le fossé dans notre famille était net et tracé avec un marqueur épais et permanent. D'un côté il y avait Tyler le garçon en or. Mes parents prononçaient son nom comme s'il s'agissait d'un titre. Il était l'entrepreneur et le visionnaire qui était toujours sur le point de faire une percée massive. Pour mon père, Tyler était l'héritage. Pour ma mère, il était la fierté. Et puis il y avait moi, Chloé. Je travaillais à domicile en tant qu'analyste financière principale pour une entreprise mondiale.
Dans mon monde je gérais des millions de dollars de portefeuille et j'analysais les tendances complexes du marché en étant respecté par des personnes qui étaient dans l'industrie depuis 40 ans. Mais dans la maison Harrison j'étais juste la fille qui joue sur son ordinateur portable toute la journée. Chloé, fais-tu toujours ces trucs sur Internet? Demandait ma mère avec un soupir chaque fois qu'elle me voyait avec mon casque audio plongé dans une réunion à fort enjeu. Tu devrais vraiment chercher un vrai travail de bureau. Quelque chose de stable comme ce que fait Tyler. Je me contentais d'opiner du chef et de garder les yeux sur mon écran. Comment pouvais-je lui expliquer que le bureau de Tyler n'était en fait qu'un espace de travail partagé loué qu'il n'avait pas payé depuis 3 mois? Comment pouvais-je lui dire que ses investissements n'étaient en fait que des dettes de carte de crédit à taux d'intérêt élevés? Je ne le pouvais pas car dans cette maison la vérité n'avait pas d'importance. Seule l'image comptait. La culpabilisation a commencé il y a environ 3 ans. Mon père était un homme qui avait construit toute son identité sur le fait d'être le pourvoyeur. Il a été contraint de prendre une retraite anticipée après une alerte médicale et quelques mauvaises décisions de gestion dans son entreprise. Sa pension n'était pas ce qu'il pensait qu'elle serait. Et l'hypothèque sur notre maison familiale est soudainement devenue une montagne qu'il ne pouvait pas gravir. Je me souviens de la nuit où je l'ai trouvé assis dans le noir à la table de la cuisine avec une pile de lettres de mise en demeure étalée devant lui. Ses mains tremblaient. Ma mère était dans l'autre pièce complètement inconsciente en regardant ses émissions de rénovation domiciliaire et en rêvant d'une nouvelle cuisine. Cette nuit-là je suis entré dans la lumière. Je peux aider papa, ai-je murmuré. Il m'a regardé avec sa fierté en guerre contre son désespoir. Toi avec quoi? Ce petit passe-temps à toi. J'ai des économies, ai-je menti. J'avais plus que des économies. J'avais une carrière. Mais je savais que si je lui révélais toute l'étendue de mon succès cela l'écraserait. Nous avons donc conclu un accord secret. Je contribuerai aux dépenses du ménage. Il a dit à ma mère et à Tyler que je payais de petits frais de chambre et de pension pour aider puisque je prenais de la place avec mon bureau à domicile. Mais la réalité était bien plus stupéfiante. En l'espace de 6 mois je ne faisais pas que contribuer. J'avais discrètement pris en charge toute l'architecture financière de la famille Harrison. J'ai ouvert un compte bancaire séparé auquel ils n'avaient pas accès et je l'ai lié au portail hypothécaire. Chaque mois comme une horloge $2 800 quittait mon compte pour garder ce toit au-dessus de leur tête. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai vu comment le visage de mon père devenait gris quand la facture de l'impôt foncier arrivait. Encore $7 000 qu'il n'avait pas. Je l'ai payé. J'ai vu comment ma mère s'inquiétait de la hausse du coût de l'électricité et de la facture d'eau. J'ai également transféré ces factures en paiement automatique à mon nom. Je suis devenu le pilier invisible soutenant une structure en train de s'effondrer. J'ai payé les courses que Madison et Tyler mangeaient pendant qu'ils se plaignaient de mon manque de contribution aux tâches ménagères. J'ai payé l'Internet par fibre optique à haut débit que Tyler utilisait pour jouer à des jeux vidéo toute la journée tout en prétendant mener des études de marché. J'ai même découvert que l'assurance automobile de Tyler avait expiré. Craignant qu'il n'ait un accident et ne ruine davantage mes parents, j'ai commencé à la couvrir aussi. Et pourtant plus je donnais moins je valais à leurs yeux. C'est une étrange ironie de la dynamique familiale. La personne qui résout les problèmes est souvent détestée par les personnes qui les ont créés. Parce que mon père savait au fond de lui qu'il échouait, il devait projeter cet échec sur moi. Il devait croire que j'étais celle qui luttait et qui avait de la chance d'être autorisée à rester dans sa maison. Je gardais un dossier. Ce n'était pas luxueux. C'était juste un classeur accordéon noir ordinaire que je gardais caché dans le tiroir du bas de mon bureau juste sous mes déclarations de revenus. À l'intérieur de ce dossier se trouvaient les preuves de mon passe-temps de 3 ans. Je gardais chaque confirmation d'hypothèque et chaque reçu de service public ainsi que chaque virement bancaire sur le compte personnel de mon père lorsqu'il avait besoin d'un petit pont pour traverser le mois. Je ne collectionnais pas ces reçus parce que je voulais me venger. Pas à l'époque en tout cas. Je les collectionnais parce que dans une maison où on me disait constamment que j'étais inutile, ces papiers étaient les seules choses qui me rappelaient que j'étais réel. Ils étaient mes reçus d'existence. Je me souviens d'une soirée spécifique il y a environ 1 an. Nous étions tous dans le salon. Tyler se vantait d'un partenariat potentiel avec un géant de la technologie qui n'existait que dans son imagination. C'est une question de motivation, tu sais, a dit Tyler en se penchant en arrière et en sirotant une bière que j'avais achetée. Certaines personnes l'ont et d'autres ne l'ont pas. Chloé, tu te contentes d'exister. Mais moi je construis quelque chose. Papa, tu comprends bien. Tu étais un bâtisseur toi aussi.
Mon père lui a souri. C'est vrai mon fils. Tu as l'étincelle Harrison. Chloé est bien, elle est stable. C'est une bonne aide mais c'est dommage qu'elle n'ait pas ta vision. Je suis restée assise là avec mes doigts qui tremblaient. Je voulais crier. Je voulais jeter le relevé hypothécaire sur la table basse et dire ton fils visionnaire n'a pas payé une seule miche de pain dans cette maison depuis 18 mois. Je suis la raison pour laquelle vous ne vivez pas dans un appartement de 2 chambres à la périphérie de la ville. Mais je suis restée silencieuse. J'ai ravalé le feu dans ma gorge et je suis retournée dans ma chambre. J'ai regardé mon dossier noir. J'ai regardé les chiffres. 2800 $ d'hypothèque. 450 $ pour les services publics. 200 $ pour la voiture. 800 $ pour les courses et divers. Tout cela chaque mois pendant 36 mois. Faites le calcul. J'avais dépensé près de 154 000 $ pour des personnes qui ne connaissaient même pas mon titre de poste. Je finançais ma propre dévaluation. Je payais pour le privilège d'être insulté. Et alors que j'étais assise dans ma chambre cette nuit-là en écoutant les sons étouffés de leur rire venant d'en bas, j'ai réalisé quelque chose. Leur rire était alimenté par la nourriture que j'achetais et la chaleur que je payais. J'ai réalisé que la famille Harrison n'était pas seulement une famille. C'était une entreprise. Et j'étais le seul investisseur qui obtenait un rendement de 0%. Mais comme la brûlure sur ma joue causée par la gifle d'aujourd'hui me l'a rappelé, chaque investissement a ses limites. Et la famille Harrison était sur le point de faire faillite d'une manière qu'elle ne pouvait même pas imaginer. La dynamique dans la maison Harrison était une leçon magistrale de guerre psychologique. C'était un endroit où la réalité était tordue pour s'adapter au récit dont mes parents avaient besoin de croire. Pour que mes parents se sentent accomplis, Tyler devait être un génie. Pour que Tyler soit un génie, je devais être un échec. Et pour que Madison se sente comme la femme de la haute société qu'elle voulait désespérément être, je devais être la domestique. Mes journées ne commençaient pas avec du café et une matinée paisible. Elles commençaient à 5h30 du matin parce que je travaillais avec des clients sur la côte et en Europe. Pendant que la maison était encore sombre et silencieuse, j'étais dans ma petite chambre transformée en bureau. J'analysais les flux de capitaux et j'assistais à des réunions de haut niveau en prenant des décisions qui déplaçaient des millions. Mais au moment où l'horloge sonnait le matin, mon vrai travail selon ma famille commençait. Madison sortait de sa chambre avec ses cheveux en un chignon en bataille. Elle se plaignait généralement déjà de la façon dont le bébé l'avait empêchée de dormir. Elle tapait à ma porte non pas avec un coup poli mais avec une frappe sèche et exigeante. Chloé, puisque tu es juste assise là, de toute façon peux-tu commencer les flocons d'avoine pour le bébé? Et j'ai vraiment envie de ces œufs pochés que tu fais. Tyler est encore épuisé par son événement de réseautage d'hier soir, alors essaie de garder la cuisine silencieuse. L'événement de réseautage consistait généralement pour Tyler à rester éveillé jusqu'à 3h du matin pour jouer à Valorant avec des partenaires commerciaux potentiels qui n'étaient en fait que des adolescents dans des fuseaux horaires différents. Mais pour ma mère, Tyler était un titan de l'industrie en devenir. Il tisse des liens, Chloé, disait ma mère en descendant dans la cuisine et en enjambant les jouets coûteux que j'avais achetés pour le bébé. Il faut beaucoup d'énergie mentale pour être un entrepreneur. Tu ne comprendrais pas. Tu ne fais que suivre les chiffres sur un écran. Tyler doit diriger. Je restais là avec mon casque encore autour du cou après avoir juste terminé un appel avec un vice-président à Londres. Et je cassais des œufs dans une poêle. Je lavais la vaisselle de la veille que Madison avait laissée dans l'évier parce qu'elle était trop dépassée par le bébé. J'essuyais les comptoirs et je sortais les poubelles et je pliais même le linge de Tyler. Pourquoi? Parce que la seule fois où j'ai essayé de fixer une limite, mon père m'a rappelé que la famille veille sur la famille. Et puisque j'étais celle qui restait gratuitement, je devais me rendre utile. L'ironie était si épaisse qu'elle en était étouffante. Je ne faisais pas qui restait. J'étais la seule raison pour laquelle la banque n'avait pas saisi la propriété. Mais plus je faisais, plus ils attendaient de moi. C'est devenu un rituel d'effacement. Ma carrière et mon stress et mes contributions étaient systématiquement ignorés pour que l'ego de Tyler puisse rester gonflé. Tyler avait 31 ans, ce qui fait 3 ans de plus que moi. Mais il vivait comme un adolescent avec un fonds en fiducie. Sauf que le fonds en fiducie était mon compte bancaire secret. Il conduisait un véhicule de luxe dont je payais l'assurance. Il portait des vêtements de marque qu'il mettait sur une carte de crédit qu'il finissait par me supplier de l'aider à rembourser. Il entrait dans le salon à midi en se frottant les yeux et attendait une ovation debout juste pour s'être réveillé.
J'ai fait une grande percée hier soir, papa, disait Tyler en s'appuyant contre le comptoir pendant que je préparais le déjeuner pour tout le monde. J'étudie un nouveau modèle de distribution. Ça va bouleverser tout le marché du nord-ouest du Pacifique. Mon père rayonnait en le regardant avec une fierté si intense que ça faisait mal à voir. C'est mon garçon. Toujours à réfléchir. Toujours en mouvement. Tu vas remettre cette famille sur la carte. Puis il se tournait vers moi avec son visage adoptant une expression de légère déception. Chloé, as-tu fini avec ces sandwichs? Ta mère a faim et tu as été enfermée dans cette chambre toute la matinée. Tu dois prendre un peu le soleil. Peut-être emmener le bébé se promener pour que Madison puisse faire une sieste. Elle a eu une semaine très stressante. La semaine stressante de Madison consistait en 3 visites au salon de beauté et 2 déjeuners avec ses amis et des heures de télé-réalité. Elle me considérait comme une combinaison d'une nounou et d'une femme de ménage. Elle laissait des couches sales sur la table basse pour que je les trouve. Elle me tendait le bébé à la seconde où il commençait à pleurer en disant « Tu es tellement meilleur à ça que moi et j'ai vraiment besoin de rattraper mes courriels. » Ces courriels n'étaient généralement que des paniers d'achat qu'elle n'avait pas les moyens de valider. La partie la plus douloureuse n'était pas les corvées. C'était l'humiliation publique. Il y a quelques mois, mes parents ont organisé une petite réunion pour d'anciens amis de la famille et leurs associés commerciaux. C'était le genre de soirée où tout le monde se vantait des accomplissements de ses enfants. J'avais passé toute la journée à préparer la maison. J'ai poli l'argenterie et préparé les amuse-bouches et je me suis assuré que le vin était à la température parfaite. Tout cela à mes propres frais. Quand les invités sont arrivés, j'ai essayé de me fondre dans le décor. Mais mon père a décidé que j'étais l'accessoire parfait pour le récit de son fils en or. Et voici Chloé, a dit mon père à un de ses anciens collègues qui connaissait réellement le monde financier. Elle est d'une grande aide à la maison. Elle vit toujours chez nous et nous aide avec les corvées pendant qu'elle réfléchit à sa prochaine étape. Elle fait un peu de saisie de données en freelance ou quelque chose comme ça sur le côté pour s'occuper. De la saisie de données, a demandé l'homme en me regardant curieusement. Je croyais avoir vu votre nom sur un rapport de Bloomberg récemment, Chloé. N'étiez-vous pas impliqué dans la restructuration de... Oh, vous devez vous tromper, a interrompu ma mère avec un rire forcé en posant une main sur le bras de l'homme. Chloé a juste un de ses noms communs. Notre vraie star, c'est Tyler. Tyler parle à Monsieur Henderson de cette nouvelle entreprise technologique que tu lances. C'est lui qui a la vraie vision dans la famille. Je me tenais là en tenant un plateau de hors-d'œuvre. Tyler a commencé un discours décousu et incohérent sur la synergie et la logistique de la blockchain. Monsieur Henderson m'a regardé avec pitié. Il savait. Il pouvait voir l'épuisement dans mes yeux et la façon dont j'étais traité comme un fantôme dans ma propre maison. Je voulais laisser tomber le plateau. Je voulais crier que j'étais celle qui avait rédigé l'analyse pour le rapport de Bloomberg qu'il avait mentionné. Je voulais lui dire que je gagnais plus en un mois que Tyler n'avait gagné dans toute sa vie. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai simplement souri en lui offrant un champignon farci et je me suis retiré dans la cuisine pour laver plus de vaisselle. La servante invisible. C'était mon rôle. J'étais la personne qui s'assurait que le papier toilette ne manquait jamais et que les lumières ne clignotaient jamais et que le réfrigérateur était toujours plein des collations biologiques préférées de Madison. Je le faisais parce que j'aimais mes parents. Et je le faisais parce que j'avais peur de ce qui leur arriverait si j'arrêtais. Ils étaient vieux et ils luttaient. Ils étaient aveuglés par leur amour pour Tyler. Je pensais que mon sacrifice était un acte de grâce. Je pensais que si je travaillais juste un peu plus dur en restant un peu plus silencieuse et en payant quelques factures de plus, ils finiraient par me voir. Mais le sentiment du droit ne répond pas à la grâce. Il la dévore. Le tribut émotionnel commençait à se manifester d'une manière que je ne pouvais ignorer. Je perdais du poids. Je me réveillais avec des crises de panique en me demandant si le prochain paiement hypothécaire serait celui qui viderait enfin mes économies. Je travaillais des journées de 15 heures. 10 heures pour mon entreprise et 5 heures pour les Harrison. Je payais pour le style de vie de Tyler et la paresse de Madison pendant qu'il riait de mon triste petit travail sur ordinateur. Je me souviens d'avoir été assise dans ma chambre tard une nuit avec la lumière bleue de mon moniteur comme seule chose illuminant mon visage. Je venais de traiter le paiement de l'impôt foncier de la maison, soit 79 400 $. Ce fut un coup dur pour mon compte personnel. En bas, je pouvais entendre Tyler et Madison se disputer sur le film à regarder. Ils riaient et mangeaient du pop-corn en vivant une vie complètement libérée du poids des responsabilités.
J'ai regardé mon dossier secret. Le classeur accordéon noir devenait plus épais chaque mois. J'ai réalisé que je n'étais pas seulement leur fille. J'étais leur police d'assurance. J'étais le filet de sécurité dont ils ignoraient même l'existence. Et parce qu'ils ne connaissaient pas le filet, ils se sentaient parfaitement à l'aise de sauter du rebord tous les jours en sachant qu'ils ne toucheraient jamais le sol. Ils pensaient que j'étais l'inutile parce que je ne me vantais pas. Je ne me mettais pas en scène. Je ne demandais pas d'attention. Je me contentais de pourvoir à leurs besoins. Et dans un monde qui valorise la personne la plus bruyante de la pièce, le pourvoyeur est souvent celui qui est oublié. Mais la chose à propos des piliers, c'est que vous ne les remarquez que lorsqu'ils commencent à se fissurer. Et alors que j'étais assise là cette nuit-là en écoutant Madison se plaindre à travers les murs que j'avais oublié d'acheter sa marque de déterge préférée, j'ai ressenti la première fracture majeure de ma détermination. Je n'étais plus une fille pour eux. J'étais un service public. J'étais l'eau qui coulait du robinet et l'électricité qui alimentait la télévision. Et comme tout service public, ils ne pensaient à moi que lorsque je n'étais pas là. Ils étaient loin de se douter que j'allais couper le courant. C'était un mardi de la fin octobre. Le genre de jour à Seattle où le ciel ressemble à un poumon contusionné et où la pluie ne fait pas que tomber. Elle s'accroche à tout en transformant le monde en un flou monochromatique de gris et d'humidité. À l'intérieur de la maison Harrison, l'air était lourd d'un autre genre de tempête. Le système de chauffage que je venais de payer pour faire réviser la semaine précédente bourdonnait doucement en arrière-plan. Mais la tension dans le salon était assez forte pour faire vibrer mes dents. J'étais dans ma chambre avec la porte bien fermée en étant assise devant mes moniteurs. Ce n'était pas n'importe quel jour de travail. Je dirigeais une présentation lors d'un appel mondial sur la restructuration fiscale. Les associés principaux de mon entreprise étaient en ligne avec des parties prenantes de Londres et de Tokyo. C'était l'aboutissement de 6 mois de semaine de 80 heures. J'avais mon casque anti-bruit sur la tête et ma voix professionnelle d'entreprise était stable et mon esprit était vif comme un rasoir. Si nous regardons les dividendes projetés pour le 4e trimestre, disais-je en pointant un graphique complexe sur mon écran, vous verrez que notre stratégie a atténué les risques que nous avons identifiés en août. Soudain ma porte ne s'est pas contentée de s'ouvrir. Elle a claqué contre le mur. J'ai sursauté avec mon cœur bondissant dans ma gorge. Je n'ai même pas eu besoin de me retourner pour savoir de qui il s'agissait. Le parfum floral coûteux de Madison remplissait la petite pièce. C'était celui qu'elle avait mis sur sa carte de crédit avant de venir pleurer auprès de moi à propos du taux d'intérêt. J'ai levé un doigt vers elle pour lui signaler de patienter une seconde. J'étais littéralement au milieu d'une phrase avec des gens qui gagnaient des salaires à 7 chiffres. J'ai essayé de couper mon micro mais Madison était déjà à mon bureau. Elle ne se souciait pas de la lumière bleue en direct sur ma caméra. Elle ne se souciait pas des vice-présidents qui regardaient l'écran. Chloé, il a eu un accident, a-t-elle dit d'une voix plate et exigeante comme si elle parlait à un subordonné dans un hôtel. Je l'ai regardée confuse. Quoi? Qui? Le bébé Chloé. Suis un peu. Il a fait une scène massive et il y en a partout. Je suis en plein milieu de la finale de la saison de mon émission et Tyler fait une sieste parce qu'il a une grande session de remue-ménage ce soir. Va le changer maintenant. Je l'ai dévisagé avec ma bouche littéralement grande ouverte. Madison, je suis dans une réunion mondiale. Je fais une présentation au conseil d'administration. Je ne peux pas quitter mon bureau en ce moment. S'il te plaît, fais-le toi-même. Ça prend 2 minutes. Le visage de Madison s'est transformé. Le masque de jolie maman fatiguée a glissé et le monstre capricieux en dessous a pointé le bout de son nez. Elle a croisé les bras sur sa poitrine. Je suis épuisé, Chloé. Je fais tout pour cette famille pendant que tu restes assise ici en pyjama à jouer sur ton ordinateur. Tu restes ici gratuitement. La moindre des choses que tu puisses faire, c'est d'aider avec ton neveu. Ne sois pas égoïste. J'ai ressenti une sensation chaude et picotante derrière mes yeux. Rester gratuitement. Les mots ont eu l'effet d'un coup physique. J'ai regardé l'écran. Mon patron demandait si tout allait bien. J'ai rapidement tapé dans la discussion. Difficulté technique. De retour dans 60 secondes. Et j'ai éteint ma caméra. Je ne reste pas gratuitement, Madison, ai-je murmuré avec ma voix tremblante d'une rage que j'avais réprimée pendant 3 ans. Je travaille. C'est ma carrière. Maintenant sors de mon bureau et change la couche de ton propre enfant. Elle n'est pas partie.
Elle s'est retournée et a crié vers le couloir. Papa, Chloé est encore méchante. Elle refuse d'aider avec le bébé. Un instant plus tard, j'ai entendu le bruit lourd et rythmé des pas de mon père. Monsieur Harrison est entré dans la pièce comme un nuage d'orage. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas regardé mes moniteurs. Il n'a vu que la femme de son garçon en or qui avait l'air angoissée et sa fille inutile assise dans un fauteuil confortable. Quel est le problème ici ? A-t-il exigé de sa voix tonitruante. Papa, je travaille, ai-je dit avec ma voix qui se brisait. J'ai une réunion avec. Je me fiche de tes petits jeux sur Internet, Chloé, a-t-il rugi. Ta belle-sœur a demandé de l'aide. Tu vis dans cette maison. Tu manges notre nourriture. Tu utilises notre électricité. Et tu penses être trop importante pour aider avec un bébé. Lève-toi maintenant. Va dans le salon et nettoie ce gâchis. Montre un peu de respect pour les personnes qui pourvoient à tes besoins. J'ai regardé mon père. J'ai regardé l'homme dont j'avais payé l'hypothèque chaque mois pendant 3 ans. J'ai regardé l'homme qui dormait sur ses 2 oreilles la nuit parce que j'avais secrètement géré les lettres de mise en demeure. J'ai regardé l'homme qui se tenait actuellement dans une pièce maintenue au chaud par les factures de services publics que j'avais transférées en paiement automatique depuis mon compte privé. Non, ai-je dit. Le mot était petit mais dans cette pièce il a sonné comme un coup de feu. Qu'est-ce que tu m'as dit ? A demandé mon père en plissant les yeux. J'ai dit non, ai-je répété en me levant. Je ne vais pas changer cette couche. Je ne suis pas ta femme de ménage. Je ne suis pas la nounou de Madison. Et je ne suis certainement pas une sangsue. Je suis une femme adulte avec une carrière de haut niveau et je suis occupée. Faites-le vous-même. Ce fut le moment fatidique. Le moment où l'air a quitté la pièce. Mon père a fait un pas vers moi. Son visage était d'une nuance de rouge que je n'avais jamais vue auparavant. Petite morveuse ingrate. Sa main s'est levée si vite que je ne l'ai même pas vue. Le claquement de sa paume contre ma joue a résonné dans le petit bureau. La force du coup m'a fait trébucher en arrière contre mon bureau. Mon casque est tombé sur le sol. La douleur a été immédiate. C'était une douleur cuisante et chauffée à blanc qui irradiait de ma mâchoire jusqu'à mon oreille. Je suis resté à terre pendant une seconde avec ma main se portant instinctivement à mon visage. Mes oreilles bourdonnaient. Je pouvais entendre les voix étouffées de mes collègues à travers le casque tombé sur le sol. Ils demandaient si j'étais toujours là. Sors, a sifflé mon père avec son doigt pointé vers la porte. J'ai levé les yeux et c'est à ce moment-là que ma mère est apparue. Madame Harrison n'était pas horrifiée. Elle ne s'est pas précipitée pour voir comment j'allais. Elle se tenait derrière mon père avec son visage figé dans un masque de froide indignation vertueuse. Tu as entendu ton père, Chloé, a-t-elle dit avec sa voix dégoulinante de venin. Nous avons tout sacrifié pour te donner un foyer. Nous avons supporté tes humeurs et ton silence et ton manque absolu d'ambition pendant des années. Et c'est ainsi que tu nous rembourses. En manquant de respect à ton père dans sa propre maison pour une couche. Maman, il vient de me frapper, ai-je murmuré avec des larmes qui débordaient enfin. Tu l'as provoqué, a-t-elle rétorqué. Tu es inutile, Chloé. Tu as toujours été la personne difficile qui ne s'intégrait pas tout à fait. Tyler construit un avenir. Madison construit une famille. Et toi? Tu n'es qu'une perte pour nos ressources. Nous n'avons plus besoin de toi. En fait, nous en avons fini avec toi. Prends tes affaires et sors maintenant. Je les ai regardées. Ma mère et mon père étaient les personnes qui avaient extrait chaque once d'utilité de moi tout en se convainquant qu'elles étaient celles qui donnaient. Derrière eux, j'ai vu Tyler debout dans le couloir adossé à l'encadrement de la porte. Il ne disait rien. Il observait simplement avec un petit sourire narquois et tordu sur le visage. Il savait. Il savait qu'avec mon départ il n'y aurait plus personne pour souligner ses échecs. Il pensait avoir gagné. Très bien, ai-je dit avec ma voix soudainement calme. La douleur sur ma joue était toujours là mais une étrange clarté glaciale avait envahi mon esprit. Je m'en vais. Je n'ai pas discuté. Je ne leur ai pas parlé de l'hypothèque. Je n'ai pas mentionné les impôts fonciers ou la facture d'électricité. Je me suis simplement tourné vers mon ordinateur et j'ai tapé un message rapide à mon patron. Urgence familiale. Je dois partir. Nous ferons un suivi ce soir. Et je me suis déconnecté. Je suis passé devant eux sans établir de contact visuel.
Je suis allé à mon placard et j'ai sorti les grands sacs poubelles noirs que j'avais achetés des mois auparavant quand j'avais commencé à sentir les murs se refermer sur moi. J'ai commencé à jeter mes vêtements dedans. Pas proprement. Je les ai juste fourrés à l'intérieur. Mon ordinateur portable et mes moniteurs et mes dossiers. Mon dossier secret. Le classeur accordéon noir avec absolument chaque reçu. Ne t'avise pas de prendre les meubles, a crié Madison depuis l'embrasure de la porte. C'est la propriété des Harrison. Je ne l'ai même pas regardé. Je ne me souciais pas du lit ou du bureau. Je ne me souciais que des documents qui constituaient les preuves. Alors que je traînais les sacs dans les escaliers, mon père se tenait en bas avec les bras croisés. Tu reviendras, a-t-il ricané. Dans 2 jours tu réaliseras que tu ne peux pas survivre seul sans notre protection. Tu reviendras ramper ici pour demander pardon. Mais ne t'attends pas à ce que la porte soit ouverte. Je ne reviendrai pas, papa, ai-je dit en franchissant le seuil sous la pluie battante de Seattle. J'ai jeté les sacs à l'arrière de ma voiture. C'était une voiture que j'avais payée en espèces, bien qu'ils aient dit à tout le monde que c'était un cadeau de l'entreprise de Tyler. Alors que je m'asseyais sur le siège du conducteur avec le moteur au ralenti, j'ai levé les yeux vers la maison. Les lumières étaient allumées et les fenêtres brillaient d'une chaleur que j'avais payée. J'ai pris une grande inspiration et l'air froid a piqué mes poumons. J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient encore, mais ma détermination était solide. Il voulait savoir à quoi ressemblait la vie sans une fille inutile. Très bien. J'allais leur donner exactement ce qu'ils demandaient. Je ne quittais pas seulement la maison. Je quittais la banque. J'ai enclenché la vitesse et je suis parti. L'image du visage de ma mère dans la fenêtre s'est estompée dans la brume. J'avais été leur pourvoyeur silencieux pendant 3 ans maintenant. J'allais devenir leur plus grand regret. La chambre d'hôtel était calme. C'était un silence absolu et terrifiant que je n'avais pas connu depuis 3 ans. J'étais assise sur le bord du grand lit rigide dans un hôtel Marriott quelconque près de l'aéroport. Le bourdonnement du climatiseur était le seul son dans la pièce. Je portais encore mon manteau trempé par la pluie. Mes mains étaient glacées, mais mon visage et ma joue gauche irradiaient d'une chaleur sourde et lancinante. Je me suis approché du miroir de la coiffeuse et j'ai allumé la lumière fluorescente crue. L'ecchymose se formait déjà. C'était une marque violette irrégulière et fleurie en forme de la frustration de mon père. Je l'ai touché légèrement et une secousse aiguë de douleur a traversé ma mâchoire. Mais pour la première fois je n'ai pas eu envie de pleurer. J'ai ressenti une clarté froide et cristalline. Dans cette maison j'étais Chloé l'inutile. Chloé la nounou. Chloé le fantôme. Mais ici, dans la lueur de l'écran de mon ordinateur portable, j'étais celle qui détenait les clés du royaume dont ils ignoraient même qu'il s'effondrait. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes mains étaient stables maintenant. Je me suis connecté à mon compte bancaire principal. C'était celui qui fonctionnait comme le sang vital de la résidence Harrison. J'ai regardé le tableau de bord. C'était une liste de paiements automatiques. C'était une carte numérique de ma servitude. D'accord, papa, ai-je chuchoté dans la pièce vide. Voyons à quel point je suis vraiment utile. D'abord, je suis allé sur le portail de l'hypothèque. Le paiement était prévu pour le 1er du mois, soit dans 4 jours à peine. 20 800 $. C'était un montant faramineux qui était un héritage du surendettement de mon père pendant ses jours de gloire. J'ai regardé le bouton de modification du paiement. Ma souris a plané dessus pendant une seconde. C'était le plus important. Si j'arrêtais cela, le compte à rebours vers la saisie commencerait officiellement. J'ai cliqué sur annuler le paiement automatique. Une petite coche verte est apparue. Le paiement a été annulé avec succès. J'ai senti un poids se soulever de ma poitrine et être remplacé par une montée d'adrénaline sombre. Ensuite, il y a eu le compte de la compagnie d'électricité de Seattle. Ma mère adorait avoir toutes les lumières de la maison allumées, même dans les pièces que personne n'utilisait. Elle adorait les lanternes décoratives sur le porche et la chaudière haut de gamme qui maintenait la maison à un parfait 72 degrés pendant que l'hiver de Seattle faisait rage à l'extérieur. J'ai dissocié ma carte. Le paiement automatique a été désactivé. Puis ce fut au tour de l'eau et des égouts. Ensuite la collecte des ordures. De petites sommes. 150 $ ici ou 2 cents $ là. Mais ensemble elles formaient le filet invisible qui les gardait à l'aise. Un par un j'ai coupé les fils.
J'ai fait une pause quand je suis arrivé au compte Xfinity. C'était le forfait fibre optique à haut débit. C'était le plus cher qu'il proposait parce que Tyler insistait sur le fait qu'il n'avait besoin d'aucune latence pour son étude de marché. Nous savions tous que c'était juste des jeux en haute définition et du visionnage de films pendant que j'essayais de travailler. Je ne me suis pas contenté d'annuler le paiement automatique. J'ai changé le mot de passe du compte et j'ai appuyé sur le bouton de suspension du service. Je savais que dans les 12 heures Madison ne pourrait plus regarder ses émissions de télé-réalité et que Tyler serait face à un écran d'erreur de connexion. Enfin j'ai ouvert le portail Geico. C'était celui qui faisait le plus mal à payer chaque mois. L'assurance automobile de Tyler. Il conduisait cette Audi comme s'il était milliardaire en ne réalisant jamais que sa sœur inutile était la seule raison pour laquelle il était légalement autorisé à être sur la route. J'ai cliqué sur supprimer le véhicule et annuler la police. Je me suis adossé. La lumière bleue de l'écran se reflétait dans mes yeux. En moins de 10 minutes j'avais effectivement coupé les fonds de la famille Harrison. Je n'avais pas élevé la voix. Je n'avais rendu de coups à personne. J'avais simplement cessé d'être le pilier. J'ai attrapé mon téléphone. La discussion de groupe intitulée Famille Harrison avec une photo de nous lors d'un dîner de Noël il y a 2 ans bourdonnait déjà. Madison. Chloé, où as-tu mis le lait maternisé spécialisé du bébé? Et la cuisine est toujours en désordre. Si tu es chez une amie, tu as intérêt à être de retour d'ici demain matin pour préparer le petit déjeuner. Papa est toujours très en colère. Tyler. Où est Serette? Ne joue pas les reines du drame. Reviens simplement t'excuser auprès de papa et change cette fichue couche. Nous avons des choses à faire demain. J'ai senti l'ombre d'un sourire sur mes lèvres. Il ne comprenait toujours pas. Il pensait que c'était une saute d'humeur. Il pensait que j'étais un chien qui reviendrait une fois qu'il aurait faim ou froid. J'ai commencé à taper. Je n'ai pas utilisé d'insultes. Je n'ai pas utilisé de point d'exclamation. J'ai utilisé le langage d'une femme qui fermait enfin un compte non rentable. Moi. J'ai décidé de suivre vos conseils. Maman, tu as dit que j'étais une sangsue et une perte pour tes ressources. Papa, tu as dit que j'étais inutile et que tu n'avais plus besoin de moi. J'ai donc décidé d'arrêter d'être un fardeau. Il y a 5 minutes j'ai annulé le paiement automatique pour l'hypothèque et l'électricité et l'eau et Internet. J'ai également annulé l'assurance automobile de Tyler. Puisque je suis si inutile, je suis sûr que vous avez déjà pris des dispositions pour couvrir ces coûts vous-même avec tout le vrai travail que vous faites. Veuillez ne plus me contacter sauf pour convenir d'un moment afin que je puisse récupérer mes meubles restants. Bonne chance. J'ai appuyé sur envoyer. Le silence qui a suivi a duré exactement 45 secondes. Puis mon téléphone a explosé. Pas une vibration mais une série continue et hurlante d'alertes. Appel de papa. Appel de maman. Message de Tyler. C'est quoi ce bordel? Comment ça tu as annulé l'hypothèque? Appel de papa. Message de Madison. Chloé, arrête de jouer. Mon émission vient de couper. Répare Internet maintenant. J'ai regardé l'écran s'illuminer encore et encore. C'était comme regarder une maison prendre feu à une distance sûre. Pendant 3 ans j'avais porté leur stress et leur dette et leur arrogance. J'avais absorbé leurs insultes comme une éponge en pensant que mon sacrifice maintenait la famille unie. Mais alors que j'étais assise dans cette chambre d'hôtel calme en regardant le 3e appel manqué consécutif de mon père, j'ai réalisé que je ne maintenais pas une famille unie. Je subventionnais une illusion. J'ai pris le téléphone et je l'ai mis sur le mode ne pas déranger. L'écran s'est éteint. La pièce a retrouvé son silence paisible et anonyme. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé les toits de Seattle. Quelque part là-bas dans une belle maison que je payais 4 personnes étaient actuellement en train de réaliser que la sangsue était en fait la seule chose qui les avait maintenus à flot. Ils étaient sur le point d'apprendre la leçon la plus chère de leur vie. Le respect n'est pas quelque chose que l'on exige des personnes dont on dépend. Je me suis allongé sur le lit en gardant mes vêtements. Mes joues me faisaient encore mal mais le bourdonnement dans mes oreilles avait enfin cessé. J'ai fermé les yeux. Et pour la première fois en 3 ans j'ai dormi sans le poids de la famille Harrison sur ma poitrine. Les premières 48 heures de ma nouvelle vie ont été définies par une paix étrange et creuse. J'avais déménagé de l'hôtel de l'aéroport pour un petit appartement de fonction meublé au centre-ville de Seattle. C'était moderne et propre et surtout c'était le mien.
Personne ne frappait à ma porte pour exiger des flocons d'avoine. Personne ne me criait de changer une couche. Personne ne me frappait. Mais alors que mon monde était devenu calme, le monde numérique sur mon téléphone était une zone de guerre. J'avais gardé mon téléphone sur le mode ne pas déranger. Mais toutes les quelques heures la curiosité prenait le dessus et je vérifiais les notifications manquées. C'était comme regarder un accident de train au ralenti à travers une série d'horodatages. Jour 1. Le silence des arrogants. Pour la première journée entière après mon départ, les messages ont été rares. Ils croyaient toujours qu'ils avaient le contrôle. Il y a eu un message de ma mère à 18 h. Nous avons commandé une pizza puisque tu n'es pas là pour cuisiner. J'espère que tu es heureuse de dépenser ton argent pour une chambre d'hôtel au lieu de ta famille. Ne t'attends pas à ce que nous te gardions des restes. Ils ne réalisaient pas que la pizza qu'ils avaient commandée avait probablement été mise sur une carte de crédit qui était déjà proche de sa limite. Une limite que j'aidais généralement à rembourser. Ils pensaient que je faisais juste un caprice. Ils attendaient que je craque. Jour 2. L'âge sombre numérique. La vraie panique a commencé à environ 10h14 le deuxième jour. C'était le moment exact où la suspension de Xfinity a pris effet. Je le sais parce que les messages de Tyler sont passés de suffisants à sauvages en l'espace de quelques secondes. Tyler à 10h16. Chloé, le Wi-Fi est en panne. As-tu fait quelque chose? Répare-le. J'ai une réunion. Tyler à 10h45. Je suis sérieux, Chloé. Le routeur clignote en rouge. J'ai appelé Xfinity et ils ont dit que le compte est suspendu par le propriétaire principal. C'est toi. Arrête d'agir comme un enfant et rallume-le. Je perds la progression de mon téléchargement. Madison à 11h20. Le bébé est agité et je ne peux pas mettre ses émissions éducatives. Tu es incroyablement cruelle, Chloé. Est-ce vraiment pour une histoire de couche? Rallume juste Internet et nous pourrons parler de ton retour à la maison pour t'excuser. J'étais assise dans ma nouvelle chaise de bureau en sirotant un café que je n'avais pas à partager et j'ai supprimé les messages. Ils ne demandaient pas comment j'allais. Ils ne s'excusaient pas pour la gifle. Ils me traitaient comme un appareil cassé qui avait besoin d'être réparé pour que leur vie puisse rester confortable. Jour 3. Les lumières s'éteignent. C'est le jour où la coupure des services publics a finalement frappé. J'avais annulé le paiement automatique et le compte était déjà en retard puisque mon père avait oublié de me donner la part du mois précédent qu'il avait promise. La compagnie d'électricité n'a pas tardé à couper le courant. Les messages vocaux ont commencé vers 19 h. Le premier était de ma mère. Sa voix était aiguë et frôlait le cri. Chloé, le courant est coupé. Toute la rue a de la lumière mais notre maison est dans le noir. Ton père cherche la boîte à fusibles mais nous pensons qu'ils nous ont coupés. Comment as-tu pu faire ça? Il fait un froid de canard ici. Nous avons un bébé dans cette maison. Essaies-tu de tuer tes propres parents? Puis est venu mon père. C'était la première fois que j'entendais sa voix depuis la gifle. Le rugissement avait disparu. À sa place il y avait un désespoir laid et irrégulier. Chloé décroche le téléphone maintenant. Je ne sais pas à quel jeu tu joues avec la banque et la compagnie d'électricité mais ça va trop loin. Je suis ton père. Tu ne traites pas ton père comme ça. Rappelle-moi et donne-moi les informations de connexion pour les comptes. Nous réglerons ça en famille. Régler ça en famille. Pour lui cela signifiait que je paie la facture et qu'il oublie qu'il m'a frappé. Jour 5. L'avis final. L'avis de défaut de paiement pour l'hypothèque arrivait généralement par courrier recommandé. Mais comme j'avais configuré des alertes numériques, j'ai reçu la notification sur mon ordinateur portable avant même qu'il ne voie l'enveloppe. Le paiement était en retard de 4 jours. Le délai de grâce était écoulé. La banque commençait officiellement le processus de récupération de l'héritage Harrison. C'était le point de basculement où la colère s'est finalement dissoute en pure mendicité non frelatée. Les messages du 5e jour étaient une mosaïque frénétique de culpabilisation et de fausses inquiétudes. Mère à 9 h. Chloé, ma chérie, s'il te plaît. Nous sommes si inquiets pour toi. Nous ne pensions pas ces choses. Nous étions juste stressés. S'il te plaît, rentre à la maison. Nous ne pouvons même pas cuisiner. Tout se gâte dans le réfrigérateur. Tyler à 13 h. Écoute Chloé, je suis désolé de n'avoir rien dit quand papa t'a frappé.
J'étais sous le choc. Mais tu dois nous aider. La banque a envoyé une lettre. Papa a des douleurs thoraciques à cause du stress. Veux-tu vraiment avoir ça sur la conscience? Fais juste le paiement de l'hypothèque et nous trouverons un moyen de te rembourser. Me rembourser avec quoi? Tyler n'avait pas de travail et la pension de mon père couvrait à peine les intérêts de sa propre carte de crédit. Ils se mentaient encore à eux-mêmes. Ils essayaient encore d'utiliser le sang comme monnaie d'échange pour acheter mon silence et mon compte bancaire. Je me suis souvenu des sources que j'avais lues avec des histoires de filles qui étaient qualifiées de fauchées et d'inutiles jusqu'à ce que les reçus soient montrés. J'ai réalisé que ma famille était accro à mon endurance. Ils étaient tellement habitués à ce que j'absorbe l'impact de leurs échecs qu'ils avaient oublié comment se tenir debout seuls. J'ai regardé le téléphone. 46 appels manqués. 112 messages textes. 14 messages vocaux. C'était le même schéma que la fille dans les sources. Les personnes qui l'avaient jetée dehors avec un sac poubelle étaient maintenant celles qui ne pouvaient pas survivre 3 semaines sans elle. Dans mon cas, cela n'a même pas pris 3 semaines. Cela a pris 5 jours. La dynamique avait complètement changé. Je n'étais plus la servante attendant leur approbation. J'étais le propriétaire et la compagnie d'électricité et la banque tout en un. Et pour la première fois de ma vie, je n'allais pas offrir de réduction. J'ai pensé au bébé qui est mon neveu. J'ai ressenti un pincement de culpabilité. Mais ensuite je me suis souvenu de Madison assise sur le canapé à regarder la télévision pendant que son fils restait dans une couche sale en exigeant que je sois celle qui le nettoie alors que je finançais actuellement sa vie. Ma culpabilité n'était pas pour le bébé. C'était pour la version de moi qui pensait devoir rester pour le protéger. Madison et Tyler étaient ses parents. Il était temps qu'ils apprennent ce que cela signifiait réellement. Je n'ai répondu à aucun appel. Je n'ai répondu à aucun message. Je voulais qu'ils restent dans le noir. Je voulais qu'ils sentent le froid. Je voulais qu'ils regardent l'avis de défaut de paiement et réalisent que le toit au-dessus de leur tête n'était pas un droit. C'était un cadeau. Un cadeau sur lequel ils avaient craché. Alors que le soleil se couchait sur les toits de Seattle ce 5e jour, j'étais assise dans mon appartement calme à regarder le dossier noir. Les reçus étaient tous là. L'histoire de leur exploitation était documentée noir sur blanc. Ils pensaient avoir jeté une fille inutile. Ils étaient sur le point de découvrir qu'ils avaient en fait expulsé leur propre survie. Les appels se sont arrêtés vers minuit. Le silence était définitif. Ils savaient que je ne reviendrais pas. Maintenant ils devaient décider. Allaient-ils enfin prendre leurs responsabilités ou allaient-ils laisser la maison tomber? Je connaissais déjà la réponse. Les gens comme mon père et Tyler ne prennent pas leurs responsabilités. Ils cherchent une nouvelle victime. Mais la seule victime qu'ils avaient était actuellement assise dans un appartement du centre-ville enfin libre et préparant les reçus pour le règlement de compte final. 10 jours après mon départ, j'ai accepté de les rencontrer dans un petit restaurant neutre à la périphérie de Seattle. J'ai choisi un endroit avec des lumières vives et beaucoup de témoins parce que je ne voulais pas d'une réunion de famille. Je voulais la clôture d'une affaire. Mes parents et Tyler étaient déjà là quand je suis entré. Ils avaient l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une seule semaine. La chemise de mon père était froissée. Les yeux de ma mère étaient bordés de rouge. Et Tyler, le garçon en or, avait l'air terrifié. L'écran de son téléphone était sombre parce que j'avais coupé le service. Chloé, Dieu merci, a murmuré ma mère en tendant la main vers la mienne. Je me suis reculé et je me suis assise en plaçant le dossier accordéon noir sur la table entre nous. Ne faites pas ça, l'ai-je dit. Nous ne sommes pas ici pour des câlins. Nous sommes ici pour la vérité. Nous sommes désolés, Chloé, a dit mon père avec la voix brisée. Nous étions stressés. Nous n'avons pas réalisé à quel point tu aidais, mais la banque appelle toutes les heures. La maison. Ils vont prendre la maison. Vous n'avez pas réalisé. J'ai ouvert le dossier. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement étalé les papiers sur la table comme un croupier dans un casino où la maison avait finalement perdu. Voici l'hypothèque pour les 36 derniers mois. Voici les impôts fonciers. Voici les factures de services publics. Voici l'assurance automobile de Tyler. Fais le calcul, papa. Sur 3 ans, j'ai dépensé 154 000 $ pour maintenir cette famille à flot pendant que tu m'appelais inutile et me giflais au visage pour une couche. Le silence qui a frappé la table était absolu.
Tyler fixait les chiffres avec la bouche grande ouverte. Mon père regardait les reçus comme s'ils étaient écrits dans une langue qu'il ne pouvait pas comprendre. Tu n'as pas jeté une fille inutile, ai-je dit en regardant mon père droit dans les yeux. L'ecchymose sur ma joue était maintenant une légère marque jaune de ma liberté. Tu as jeté ta seule témoin et ton seul pourvoyeur. Tu voulais voir si tu pouvais survivre sans mes jeux vidéo. Maintenant tu sais. Répare ça, Chloé, a supplié Tyler. J'ai une famille à laquelle penser. Alors trouve un travail, Tyler, ai-je répondu en me levant. Parce qu'à partir d'aujourd'hui mes passe-temps ne financent plus ton style de vie. J'ai déjà contacté la banque. La saisie est ton problème maintenant. Je suis sorti de ce restaurant sans me retourner. Dans les mois qui ont suivi l'héritage, Harrison s'est effondré. Ils ont dû déménager dans un appartement exigu de 2 chambres. Tyler travaille actuellement de nuit dans un entrepôt. C'est un vrai travail pour la première fois de sa vie. Mes parents ont finalement dû affronter la réalité que leur confort était construit sur le silence de l'enfant qu'ils ne valorisaient pas. J'ai tourné la page. J'ai une vie qui n'est pas définie par ce que je peux endurer mais par ce que je vaux. J'ai appris que les limites ne sont pas cruelles. Elles sont nécessaires à la survie. Si votre famille vous traitait comme un serviteur pendant que vous payez secrètement leurs factures, resteriez-vous pour les liens du sang ou couperiez-vous les ponts comme je l'ai fait? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez déjà dû vous choisir au détriment d'une famille qui refusait de vous voir, abonnez-vous et partagez votre histoire. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes certainement pas inutile.